Et donc là, on nous donne l'occasion non seulement d'avoir des réflexions territorialisées, mais qu'elles soient agrégées pour porter une réflexion nationale qui sera à ce moment-là portée par la CNCD et le CNA. Et je pense que cette première collaboration, cette expérimentation est vraiment d'excellent augure pour valoriser nos réseaux, mais ce n'est pas ça la finalité, c'est pour réussir à contribuer positivement à l'écriture du projet de société. Voilà, voilà. Merci Dominique pour cette introduction. Donc, je vous propose de donner la main à l'équipe du Conseil national de l'alimentation. La présentation, oui, je ne l'ai pas dit, est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la visioconférence, sur la vidéo qui sera diffusée, vous pouvez tout simplement éteindre votre caméra. Voilà. Alors, je laisse la main à Chloé. Je crois que je vais laisser Sylvie dire deux petits mots. Merci Chloé. Oui, je vais juste introduire notre travail, puisque merci déjà de nous donner la parole. On a déjà pu échanger sur les propositions qu'on vous a faites de contribuer à notre dispositif de participation citoyenne. Donc aujourd'hui, on a un échantillon beaucoup plus large de vos conseils de développement, et merci beaucoup pour cette affluence. On est ravis parce que ça va nous permettre effectivement de développer un petit peu plus notre idée et de vous solliciter directement. Merci d'être là pour ça. Moi, je suis donc la secrétaire interministérielle du Conseil national de l'alimentation. On se propose de vous en faire une petite présentation rapide pour commencer, pour que vous puissiez resituer un peu le contexte de ce conseil. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet qui est celui de notre participation citoyenne. Voilà. Donc peut-être qu'en deux mots, on peut quand même présenter rapidement l'équipe, parce que je crois qu'on est tout au complet là. Je vais donner juste peut-être que chacune se situe rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, mais donc moi, je suis la secrétaire interministérielle et j'anime l'équipe. Je vais présenter tout de suite Chloé qui a déjà pris la parole, qui sera votre interlocutrice privilégiée pour cette formation, enfin cette information, puisqu'elle est donc en charge de la participation citoyenne. Nous avons aussi avec nous là aujourd'hui Margot Denis, qui est mon adjointe au CNA et qui est chargée de concertation, qui vous fera un petit point sur un groupe de concertation qui travaille sur la précarité alimentaire, auquel est adossé justement le dispositif de participation citoyenne qui nous occupe aujourd'hui. Juliette Lebourg est là également. Elle est chargée d'un groupe de concertation sur les nouveaux comportements alimentaires. Juliette, je ne la vois pas, mais elle doit se… Oui, je suis là. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Et puis également Morane Lachaise, qui elle est plus en charge du travail sur le suivi des avis. Elle est arrivée récemment au CNA dans l'équipe et elle a commencé un travail en mode projet sur le sujet de suivi de ses avis. Et enfin, on accueille une stagiaire de Sciences Po, Léa Almerac, qui donne un appui sur la participation citoyenne. Voilà, là vous avez toute l'équipe du Conseil national de l'alimentation. Voilà, en deux mots, je voulais vous présenter donc ce conseil, juste pour vous dire qu'en fait, il est constitué des acteurs de la chaîne alimentaire, parce que, comme son nom l'indique, c'est une sorte de parlement de l'alimentation, un conseil de l'alimentation. C'est donc une instance consultative indépendante qui est rattachée à 4 ministères, celui de l'environnement, celui de la santé, celui de la consommation et celui de l'agriculture. Et cette instance consultative, elle a pour mission de formuler des recommandations qui sont destinées aux décideurs publics et aux acteurs de la chaîne alimentaire. Et elle est consultée sur les grandes orientations de la politique publique de l'alimentation. Donc d'abord, par exemple, sur le programme national de l'alimentation que vous connaissez au travers des PAP, mais aussi sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité sanitaire des aliments, sur tout ce qui est relatif à la qualité des denrées, à l'information des consommateurs. On a aussi un rôle sur les retours d'expérience dans la prévention des crises alimentaires, et puis beaucoup d'éléments sur la communication sur les risques aussi auprès des consommateurs. Voilà. Et depuis quelques années, on associe régulièrement à ces travaux les citoyens par des dispositifs spécifiques qu'on va développer avec vous. Voilà. Donc, il y a 63 membres qui sont répartis en 8 collèges, producteurs agricoles, transformateurs et artisans, enfin l'ensemble des maillons de la chaîne, depuis la ferme jusqu'à la table, hein, et qui rassemblent aussi des établissements de recherche, la société civile, des représentants des ministères, des représentants du Parlement, et puis la petite équipe du secrétariat. Voilà.
Ça, c'est en quelques mots. Et puis, juste pour vous signaler comment le processus fonctionne, donc c'est la diapo suivante, avec une saisine des ministères ou une auto-saisine du Parlement de l'alimentation, du CNA, qui peut s'auto-saisir lui-même de sujets. L'écriture d'un mandat qui définit la feuille de route et qui est voté en séance plénière. Et ensuite, la constitution d'un groupe de concertation qui se réunit donc mensuellement. On le constitue par appel à candidature auprès des membres du CNA plénier, bien sûr. Et cette concertation, qui est menée dans un groupe spécifique et thématique, elle a deux phases. Une phase de questionnement et d'audition d'experts, essentiellement, avec des scientifiques, des spécialistes du métier, qui est en lien spécifique avec le sujet traité. Et puis une phase de concertation proprement dite, qui donne la place au débat et qui est alimentée donc par les contributions de l'ensemble des participants de la chaîne alimentaire. Voilà. À l'issue de ce travail, qui dure environ 12 mois, avec une réunion par mois, on a un projet d'avis et des recommandations qui sont rédigés et soumis au vote en séance plénière. Et à l'issue de ce vote, s'il est favorable, l'avis est adopté et il est rendu public, transmis aux décideurs publics. Voilà. Depuis quelques années, comme je vous le disais, donc on ajoute la petite dimension participation citoyenne. Si on peut cliquer sur la diapo, normalement ça apparaît. Voilà, et donc là, on va vous parler de ça, surtout aujourd'hui. Et on vous présente quand même en avant-première deux petites notes sur les groupes qui travaillent en ce moment au CNA. Donc, je crois que c'est Juliette qui commence. Oui, rebonjour à toutes et tous. Donc, je suis en charge plus particulièrement au Sénat du suivi de ce groupe de concertation sur les nouveaux comportements alimentaires. Donc, le mandat a été voté en juillet 2021 et le groupe a été lancé en septembre de cette année. Donc simplement pour donner quelques éléments de contexte, donc c'est un groupe de concertation qui s'insère dans un contexte d'évolution des comportements alimentaires qui reflète surtout des attentes sociétales, donc pour avoir un accès pour toutes et tous à une alimentation favorable à la santé au sens d'une seule santé, comme on l'entend au CNA en tout cas, mais aussi plus favorable à des systèmes alimentaires durables et des attentes qui ont vraiment été exacerbées suite à la crise du Covid-19. Donc le mandat qui est vraiment donc la feuille de route de cet avis propose de ce groupe de concertation propose plusieurs objectifs et attendus. Donc dans un premier temps, dresser un état des lieux des nouveaux comportements alimentaires à la lumière de cette notion de système alimentaire durable. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat sur qu'est-ce qu'on entend par nouveaux comportements alimentaires. Donc ça fera bien sûr partie des réflexions de ce groupe. Il y aura certainement à resserrer un petit peu le propos pour se concentrer sur des tendances qui ont vraiment un impact significatif sur la durabilité des systèmes alimentaires. En second temps, donc identifier ces comportements qui ont cet impact important sur la durabilité des systèmes alimentaires, pour proposer ensuite des solutions opérationnelles, donc des recommandations qui vont permettre aux acteurs de la chaîne alimentaire de répondre à ces nouveaux besoins. Et en termes de calendrier, donc comme je l'évoquais, on a commencé les travaux en septembre 2021. On a fini la phase d'audition et on entame actuellement la phase de concertation qui va nous mener à la production de ce projet d'avis qui est attendu, en tout cas qui sera proposé au vote avant la fin du second semestre 2022. Voilà pour moi. Du coup, je passe la parole à Margot Denis pour le groupe de concertation sur la précarité alimentaire. Merci Juliette. Effectivement, le deuxième groupe de concertation en cours au CNA et qui est ponctuel, c'est un groupe qui travaille sur la lutte contre la précarité alimentaire et la prévention. C'est aussi un groupe issu d'une auto-saisine du CNA, donc c'est les membres qui ont décidé de travailler sur cette thématique et pas une saisine une commande des ministères. Donc on sait, en fait, les membres se sont saisis de cette thématique notamment parce qu'on a fait le constat d'une explosion de la précarité alimentaire, en particulier avec la crise du Covid, mais également, de manière générale et même avant la crise, le constat d'une inégalité accrue, des inégalités accrues face à l'alimentation. Alors, c'est un sujet qui est traité aussi par ailleurs, notamment au niveau ministériel et interministériel avec le COCOLUPA, le Comité de coordination de la politique de la lutte contre la précarité alimentaire, qui est piloté au niveau notamment de la direction de la cohésion sociale du ministère de la Santé. Donc on a bien en tête les travaux qui existent par ailleurs en dehors du CNA et qui doivent aussi nourrir nos réflexions avec des axes de travail communs, mais aussi peut-être une vision plus de moyen terme et de long terme pour les travaux du CNA qui vont notamment réfléchir à quel système pourrait être mis en place pour lutter contre la précarité alimentaire au sens large.
Donc, sur la diapo, vous voyez les axes de travail qui ont été adoptés dans le mandat de ce groupe de travail pour les membres du CNA. On a à la fois essayé de mieux comprendre quelles sont les populations les plus concernées par cette précarité alimentaire, réfléchir au levier d'action pour assurer une alimentation de qualité et suffisante pour tous. On a donc ce que je disais, une espèce de réflexion peut-être à plus long terme que l'amélioration de l'existant, qui serait autour de ce qu'on appelle aujourd'hui une sécurité sociale de l'alimentation. Donc le CNA va réfléchir à se prononcer sur la pertinence et le contenu de ce que pourrait être cette sécurité sociale de l'alimentation, ou encore socle alimentaire fondamental selon les termes. On aurait aussi peut-être la possibilité de proposer des recommandations sur l'amélioration du système tel qu'il existe aujourd'hui, la réponse d'urgence qu'on propose en matière d'aide alimentaire notamment, de suivi, d'accompagnement des personnes concernées, essayer de repérer les zones blanches, etc. Et puis proposer, en plus de l'amélioration de ce qui existe déjà, des solutions complémentaires et alternatives. Donc voilà, ça fait partie des options qu'on aura dans la vie. Donc pour le calendrier des travaux, donc comme le groupe qui a été présenté précédemment, on a commencé en fin d'année 2021 par une phase d'audition qui est toujours en cours. On écoute des experts nous présenter différents leviers d'action, des initiatives, des données sur les personnes concernées par la précarité alimentaire et plus généralement par la pauvreté et la précarité. Et on va entamer la concertation en tant que telle à partir du mois de mars. Et c'est justement le groupe de concertation qui est concerné par une articulation avec un dispositif de participation citoyenne qui va vous être présenté plus en détail. Et on aboutira à un avis en fait aussi pour le deuxième semestre 2022, donc idéalement en octobre. Voilà, merci. Je crois qu'il y avait Morane qui voulait dire un petit mot sur le suivi des avis. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et toutes. Suite à la publication de nos avis, on a 2 travaux qu'on engage. On travaille bien sûr à la valorisation de nos avis via différents canaux, les réseaux sociaux, notre site internet, évidemment, on publie sur notre site internet. Et puis, on travaille également avec nos membres. Et nous avons commencé à mettre en place aussi et à réfléchir à une méthode de suivi de nos recommandations. C'est ce qu'on est en train de faire depuis que je suis arrivée au CNA en décembre dernier. Et voilà, je sais que vous êtes peut-être en train de faire des travaux, vous aussi, de votre côté. Donc, je serais très intéressée pour échanger avec vous toujours sur ce sujet. Je laisse la parole à Chloé du coup. Merci beaucoup. Donc, de mon côté, je vais vous parler un petit peu de la participation citoyenne au sein du CNA. D'abord, je vous propose de vous réexpliquer un petit peu finalement pourquoi, comment on fait de la participation citoyenne au CNA. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, je vais vous expliquer et vous dire 2-3 mots sur ces éléments de contexte. Et ensuite, j'en viendrai à présenter plus précisément notre démarche sur la précarité alimentaire et comment nous vous proposons d'y contribuer. Donc déjà, comme cela a été présenté, c'est quelque chose de nouveau, la participation citoyenne au CNA. C'est un ancrage législatif d'une loi qui date de 2014 et nous avons commencé à déployer une feuille de route en 2018 pour vraiment ouvrir notre instance à la participation citoyenne. Donc, comme vous l'aurez compris, le CNA, depuis 1985, fait plutôt de la concertation des représentants des acteurs de la chaîne alimentaire. Mais du coup, depuis peu, on a travaillé à articuler de la participation citoyenne à nos travaux et sur certains sujets. Et donc, pour cela, on a procédé en 3 étapes. D'abord, on a essayé de concevoir une méthodologie de la participation citoyenne, puisque bien, la participation des représentants, on savait faire. On a notre ingénierie associée avec comment associer les acteurs pertinents sur les sujets, comment conduire une concertation pour arriver à l'aboutissement d'un avis. Or, nous n'avions pas notre méthodologie pour connecter ce travail à un dispositif de participation citoyenne. Et donc, nous avons conduit un travail pendant environ 1 an avec l'appui de la Commission nationale du débat public pour nous permettre de répondre à différentes questions que posait l'ouverture à la participation citoyenne de notre instance. Ça posait des questions vraiment très variées. On s'est rendu compte qu'il y avait 1000 manières de faire de la participation citoyenne et que finalement, en fonction de l'ambition participative que l'on peut avoir, de la temporalité à laquelle on veut
on veut faire intervenir les citoyens dans l'étude de nos sujets en fonction aussi de la nature du sujet. Eh bien, il y avait vraiment plein de manières de concevoir des dispositifs de participation citoyenne. Et donc, finalement, ce travail de méthodologie nous a aidé à dresser un état des lieux de tous ces chemins qu'on pouvait prendre pour aller vers plus d'intégration des citoyens dans nos travaux. Et cela a donné lieu à un guide méthodologique qui propose une méthode pour pouvoir concevoir un dispositif participatif. Donc ça a été la première étape. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les différentes étapes à suivre lorsqu'on avait décidé de faire de la participation citoyenne, on a décidé de expérimenter notre méthodologie sur un sujet qui était celui des emballages alimentaires. Et donc, dans ce cas-là, il y a 3 étapes qui se mettent en place. D'abord, on met en place ce qu'on appelle une cellule de la participation citoyenne, c'est-à-dire un groupe de travail méthodologique qui va dire, eh bien, en fonction de ce sujet-là, donc là, en l'occurrence, les emballages alimentaires, voilà le dispositif participatif qui nous semble être le plus pertinent à déployer, aussi en fonction de nos contraintes, en termes de ressources, en termes de budget, en termes de calendrier. Ensuite, on passe à l'étape de déploiement du dispositif participatif qui aura été au préalable validé par les membres du CNA, qui reste bien l'entité décisionnaire qui décide de la manière dont on inclut des citoyens aux travaux. Et ensuite, là, on a l'étape d'analyse des expressions citoyennes et de réponse des membres du groupe de concertation aux citoyennes et citoyens qui ont participé au sujet. Donc, très concrètement, sur le cas des emballages alimentaires, donc on a eu cette phase de conception, une phase de déploiement avec un panel de citoyens et des ateliers exploratoires, donc c'est-à-dire des ateliers ouverts qui nous ont permis de recueillir 96 propositions pour aller vers plus de sobriété en emballage alimentaire. Et ces propositions ont été intégralement analysées par les membres du groupe de concertation, c'est-à-dire le groupe de travail dédié à l'élaboration de l'avis du CNA sur le sujet. Donc, ils les ont toutes analysées. On leur a demandé de se positionner par rapport à ces propositions. Donc, il y avait différents types de positionnements qui ont été proposés. Si le groupe de concertation était, par exemple, favorable à la proposition citoyenne ou partiellement en accord lorsqu'il y avait, par exemple, un mot, un terme qu'il fallait ajuster selon les groupes de concertation, ou alors est-ce que ça faisait l'objet d'un dissensus au sein du groupe, ou alors est-ce que tout le groupe n'était pas favorable, ou alors parfois est-ce qu'il fallait plus d'informations, plus d'études pour pouvoir se prononcer sur le sujet. Voilà, il y avait comme ça différents types de positionnement pour chacune des propositions citoyennes. Et à côté de cela, bien évidemment, pour chacun des positionnements, eh bien, on a demandé aux membres du groupe de concertation d'expliquer pourquoi ils se positionnaient de telle ou telle manière. Et finalement, ce travail, il nous a aidés aussi à concevoir les recommandations de l'avis du CNA. Et donc, ce que l'on a remarqué, on a essayé de tracer un petit peu l'impact de la participation citoyenne sur l'avis des emballages alimentaires. Et donc, on a vu finalement que sur l'ensemble des recommandations qui étaient formulées dans l'avis emballage alimentaire, eh bien, il y en avait plus de 70% qui avaient un lien avec le débat citoyen. Donc, on voit qu'il y avait en fait un gros tiers des recommandations qui étaient formulées à partir des propositions citoyennes vis-à-vis desquelles le groupe de travail s'était positionné en accord ou en accord partiel. Un autre tiers de recommandations du groupe de travail uniquement. Et enfin, un dernier tiers, quelque chose d'assez intéressant, des recommandations qu'on a appelées les recommandations rebond, qui sont en fait des nouvelles idées de recommandations que le groupe de travail a eues au cours de l'analyse des propositions citoyennes. Donc, je vais vous donner peut-être un exemple concret, c'est plus facile à se projeter. Par exemple, dans le cas des emballages alimentaires, on avait une proposition citoyenne qui visait à dire, eh bien, on souhaiterait que la législation, il y ait une législation sur la vente en vrac des denrées alimentaires pour garantir la sécurité en matière d'hygiène. Les citoyens nous ont dit, on veut bien aller vers plus de vrac, mais on a un petit peu peur de la manière dont les denrées sont manipulées. On a l'impression que c'est peut-être pas trop encadré.
Et là, les membres du groupe de concertation nous ont dit, eh bien, il y a bien une réglementation en vigueur qui s'applique sur la vente de denrées en vrac. En revanche, ce qui n'existe pas, ce sont des guides de bonnes pratiques spécifiques au vrac, élaborés par les professionnels. Et ça pourrait aussi contribuer au développement des bonnes pratiques en la matière et au fait de sécuriser le consommateur. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on a appelé une proposition rebond et on a vu qu'elles étaient relativement importantes au sein de ce travail. Je reviens donc ici, finalement, on voit que dans notre cas, sur les emballages alimentaires, et ce sera aussi le cas sur précarité alimentaire, lorsque l'on a recours à une démarche de participation citoyenne, il y a donc 3 types de livrables. Il y a l'avis des citoyens, qui est donné à voir de manière brute. C'est aussi important que les décideurs publics, qui sont les destinataires principaux de nos avis, puissent prendre connaissance des propositions citoyennes telles qu'elles ont été formulées. Le deuxième livrable, c'est l'avis du CNA, éclairé de la participation citoyenne, où là, donc, on a essayé de mettre des petits pictogrammes comme vous les avez vus juste à l'instant. Et enfin, le troisième livrable, c'est un document de réponse aux citoyennes et citoyens qui ont participé à la démarche participative. Il s'agit de dire de manière synthétique, de manière aussi plus simple que le fait d'aller parcourir soi-même l'avis, d'essayer de comprendre comment les propositions ont été impactées. Là, on a fait un document spécifique où on explique aux participants de la démarche comment ont été analysées, comment ont été traitées les propositions citoyennes et comment elles ont impacté l'avis du CNA. Donc voilà pour vous donner un peu un exemple de ce qui a été fait sur emballage alimentaire. Il s'agit d'une expérimentation. On a conduit un retour d'expérience et une évaluation de démarche participative pour nous permettre d'ajuster notre méthodologie et d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, c'est notre démarche sur la précarité alimentaire. Donc là, cela fait suite à, comme l'a dit Margot, à une autosaisine du Conseil national de l'alimentation qui s'est dit sur ce sujet-là, il est important, il est prioritaire que nous organisions un débat participatif, que l'on ne se contente pas de la concertation des représentants, mais qu'on aille bien chercher les expressions de manière plus large des citoyennes et des citoyens, et puis aussi plus large sur les territoires que vous représentez également au sein des conseils de développement. Et donc, nous avons une première phase de conception de dispositifs participatifs pour lequel nous avons également eu l'appui de la Commission nationale du débat public qui a proposé 2 outils de participation citoyenne qui sont ceux qui apparaissent à l'écran. Nous avons une première phase, un premier outil qui constitue donc les débats autoportés que vous avez peut-être pu parcourir au travers du kit de débat que nous avons transmis. L'idée de ces débats autoportés, c'est d'inviter un maximum de structures, de relais sur les territoires à organiser leurs propres débats autour de notre question que nous posons aux citoyens, qui est: que faut-il faire pour que chaque personne ait un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité? L'idée donc est d'organiser un maximum de débats sur une diversité de territoires pour pouvoir recueillir les réalités, les propositions, les analyses de citoyennes et de citoyens sur cette question et de pouvoir en faire une analyse et un compte-rendu. Cette première étape va se conduire de la mi-janvier à la mi-mars. Nous avons pour objectif de conduire un minimum de 15 débats autoportés sur le territoire et de mobiliser également donc, les territoires d'outre-mer où l'on sait que les problématiques de précarité alimentaire sont très spécifiques. Donc, vous voyez bien, l'idée ici, c'est d'avoir des débats ouverts, organisés un petit peu partout sur les territoires, de tailles différentes. Et l'idée, c'est la diversité des débats qui va faire la richesse de leur compte-rendu. Sur ces débats-là, on ne va pas aller chercher une diversité, une représentativité des citoyens au sein des participants, mais c'est plutôt le fait d'avoir plusieurs débats sur les territoires avec des publics cibles peut-être différents. Sur certains débats autoportés, par exemple, on va cibler les personnes en situation de précarité alimentaire, certains publics en situation de précarité alimentaire, notamment comme par exemple les étudiants, et c'est bien leur agrégation qui va donc faire la diversité des regards que l'on va pouvoir recueillir. À la suite de ces débats autoportés, nous allons donc réaliser un compte-rendu. Ce compte-rendu sera déjà soumis à l'analyse des membres du groupe de concertation en tant que tel, mais aussi à l'analyse d'un panel de citoyens. Et c'est là
notre deuxième outil participatif que l'on va réunir sur la fin mars et à la mi-avril et qui aura pour objectif d'analyser ce qui va ressortir de cette phase de débat autoporté et qui va également suivre une phase de formation, d'information préalable sur le sujet de la précarité alimentaire pour pouvoir faire ressortir des messages clés à l'intention des membres du groupe de concertation. Ce panel de citoyens, il réunira une vingtaine de participants, dont pour moitié des personnes en situation de précarité alimentaire. Donc voilà un petit peu pour notre dispositif participatif. Donc, il a été ouvert avec la phase de débat autoporté, avec un premier débat qui s'est conduit le 17 janvier à Toul. Il se clôturera avec un dernier échange entre les membres du panel citoyen et des membres du groupe de concertation de précarité alimentaire. Et cela nous permettra ensuite de rentrer dans la phase très importante de droit de suite. Comme vous l'avez compris sur la démarche à emballage alimentaire, il est très important pour nous que nous puissions revenir vers les participants au débat et leur montrer comment la participation citoyenne a impacté la vie. Et donc ça, c'est une phase qui va se conduire à partir du mois d'avril jusqu'à la fin, l'élaboration finale de la vie. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour qu'on puisse peut-être échanger et je me tiens donc à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir à suivre. Oui, alors merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, certaines ont obtenu des réponses par écrit dans la fenêtre de conversation. Il y a une question ici. Comment sont représentés les agriculteurs et agricultrices au sein du CNA? Juste pour vous dire que le collège des producteurs permet de rassembler l'ensemble des agriculteurs. Donc, on a des représentants de la FNSEA, des représentants de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, et puis d'autres syndicats encore. Ils sont tous présents en général à nos séances de travail en plénière et ils contribuent beaucoup à nos groupes de travail et ils sont présents justement sur le groupe précarité de façon assez assidue parce qu'ils sont très impliqués dans le traitement de ce sujet. Très bien. Alors, autre question dans la fenêtre de conversation. Alors, je vous la lis. Est-ce que l'on a également un retour sur la prise en compte de l'avis par les élus? Alors, donc, effectivement, c'est une question très importante. Au CNA, lorsqu'on fait de la participation citoyenne, il y a deux niveaux de reddition des comptes. Il y a le niveau de reddition des comptes des membres du CNA envers les citoyens, vu que c'est eux qui sont commanditaires de cette démarche de participation citoyenne, même si on a un signal fort de l'intérêt de nos ministères de rattachement pour l'engagement d'une participation citoyenne, ne serait-ce parce que c'est eux qui financent le dispositif de participation citoyenne et que voilà, ça montre aussi un intérêt qui est fort. Néanmoins, ce sur quoi on a vraiment la main au sein du CNA en termes de retour, c'est plutôt sur ce premier niveau de reddition des comptes qui est comment les membres du CNA ont pris en compte la participation citoyenne dans leur avis. Ensuite, eh bien, même les membres du CNA sont très demandeurs de la manière dont les avis peuvent impacter l'élaboration des politiques publiques et aussi d'autres décisions. Donc, on essaye d'avoir des points réguliers en séance plénière sur ces sujets. Et puis aussi, un travail qu'a présenté Maurane de suivi des avis qui va aussi nous permettre là d'avoir, on l'espère, encore davantage d'éléments pour savoir comment impactent les avis du CNA au quotidien, donc sur les politiques publiques et puis aussi sur des actions très concrètes qui sont menées par des acteurs de la chaîne alimentaire sur différents sujets. Merci pour ces premières réponses. Alors, on va prendre aussi des interventions à l'oral parce que je vois des mains qui se lèvent. Donc, pour nos intervenants, je demanderai à chacune de faire des questions courtes pour que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Alors, tout d'abord, Jean-Claude Hérault. Oui, bonjour. Jean-Claude Hérault du CODEV de la communauté de communes Cagir-Garonne-Salate en Haute-Garonne qui est purement rurale. Je comprends des explications que vous nous avez envoyées qu'il s'agit de faire donc une concertation citoyenne au-delà même du CODEV, c'est-à-dire que le CODEV organise une concertation citoyenne comme nous le faisons déjà d'ailleurs sur une multitude de sujets. En l'occurrence, autant pour l'emballage
je comprends qu'on puisse faire une concertation, que vous puissiez faire l'exercice que vous avez mené en impliquant toute la population pratiquement qui est concernée par ces emballages. Par contre, pour ce qui concerne la précarité alimentaire, il n'y a qu'une partie de la population qui est concernée. Et je ne vois pas, par exemple, au sein de notre CODEV, tant au sein de ceux qui répondent à notre concertation citoyenne, que vraiment quelques rares éventuels précaires alimentaires. Donc, moi, je verrais plutôt, pour répondre à votre attente, une consultation du CODEV auprès des organisations que vous avez mentionnées, c'était comme le CCAS, la Banque alimentaire, le Secours populaire et les Restos du Cœur, par exemple. Et on a d'autres organisations, de collectifs sur notre territoire qui pourraient aussi nous apporter des données. Je vois ça plutôt donc comme une concertation auprès d'organismes compétents et ayant les connaissances du problème, plutôt que d'une concertation purement citoyenne de citoyens que nous aurons du mal à recruter uniquement précaires ou même partiellement précaires. Oui, alors je crois que Dominique Valls, vous voulez peut-être répondre aussi là-dessus. Oui, alors le temps que je trouve… Ah non, mon micro est ouvert. Oui, bon. Mais Jean-Claude, on a tout à fait en ton sens. L'idée que le Sénat vienne travailler avec les conseils de développement, c'est que justement, on ne travaille pas dans notre bocal. C'est-à-dire qu'on est en capacité, d'ailleurs, dans notre composition, on a beaucoup d'intervenants, enfin, d'associations qui traitent ce genre de problèmes liés à la précarité, mais c'est surtout qu'on a la capacité d'aller chercher les gens qui sont concernés par le problème. Et qu'effectivement, comme tu le dis, bah oui, on a la chance, effectivement, de souvent, parmi nous, de ne pas être précaires. Donc, c'est à se demander ce qu'on aurait d'intelligent à dire. Non, ce qui est important, c'est nos méthodes de travail qui nous permettent d'aller capter les attentes et d'aller chercher les acteurs concernés par la problématique qui nous est posée. Donc, c'est en ça où on est vraiment des animateurs du débat territorial. Peut-être si je peux apporter un élément de complément qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit. Mais effectivement, c'est une démarche participative qui s'adresse avant tout au public concerné. Et c'est aussi tout le sens de cette démarche, de recueillir la parole des personnes qui sont directement concernées par ces problématiques pour pouvoir instruire au mieux cette question. Néanmoins, ce que l'on a pu observer dans notre démarche préalable de conception du dispositif participatif, c'est que finalement, notre modèle de lutte contre la précarité alimentaire, eh bien, c'est aussi un choix politique. Et qu'en ce sens, eh bien, il était important pour nous aussi d'ouvrir le débat dans le cadre de la reconnaissance aussi du droit à la participation de toutes et de tous et à l'information de toutes et de tous, de s'exprimer sur ce que pourrait être une vision de l'intérêt général de la manière dont on lutte contre la précarité alimentaire aujourd'hui en France. D'autres pays ont différentes manières de lutter contre la précarité alimentaire et finalement notre modèle il peut aussi être interrogé. Donc c'est un petit peu dans ce sens un petit peu plus macro aussi finalement que notre démarche s'inscrit, elle est aussi ouverte. J'entends tout à fait votre propos, finalement les propositions les plus concrètes, les plus opérationnelles eh bien, viendront aussi des personnes concernées, mais quelque part pour nous c'était aussi important donc d'ouvrir notre démarche justement pour bien marquer que c'est finalement un sujet qui nous concerne tous de par notre appartenance à la société qui propose une manière de répondre à cette situation de précarité qui touche une grande partie de notre population. Donc c'est en ce sens-là que finalement les débats sont aussi ouverts. Merci pour ces explications. Alors, on va prendre aussi des questions écrites. Alors, on a une question. Le Conseil de développement de Grand Paris Sud envisage d'organiser un débat de questions au regard du contexte sanitaire. Est-il possible, et puis avec les vacances d'hiver, est-il possible d'envisager que les comptes rendus soient livrés un peu plus tard? Et puis, deuxième question, comment est composé le panel citoyen? Merci beaucoup. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par un peu plus tard. Donc, en fait, comme vous l'avez vu, on a construit notre dispositif participatif. Donc, on a vraiment différentes étapes. On a le déploiement du dispositif participatif. Et après, ce qu'on pense qui est vraiment important, c'est l'étude des propositions citoyennes et le travail de droit de suite pour que voilà, tout ce travail que vous faites au sein de vos conseils de développement et qui sont faits aussi ailleurs, eh bien, puisse vraiment être analysé. Et ça demande beaucoup de temps pour pouvoir produire un travail de qualité. Donc, si jamais on
venait à étendre notre phase d'étude, de déploiement du dispositif participatif, forcément, vu qu'on a un avis qui est attendu pour une date précise, eh ben, on serait amené à contraindre ce temps-là d'étude de toutes les propositions citoyennes. Et on pense que ce serait dommageable. D'autant plus qu'on a le panel citoyen qui vient juste après les débats autoportés et qui doit être nourri en fait de tout ce travail de débat autoporté. Ce qui fait que donc, tout est un peu imbriqué et qui nous mettrait dans la difficulté si jamais on était amené à recevoir les comptes rendus plus tard, parce qu'ils risqueraient justement du coup de ne pas être valorisés de la manière dont ils devraient être. Donc, s'il y a un compte-rendu qui est envoyé le 12 mars au lieu du 11 mars, je ferai de mon mieux pour l'analyser et l'intégrer. Néanmoins, je pense que ce n'est pas le sens de votre question. Et si vous demandez du temps en plus, c'est peut-être bien, j'imagine, une dizaine de jours, une quinzaine de jours en plus. Et ça, je suis pas en mesure de vous apporter une réponse favorable parce que ce serait du coup prendre le risque que ce travail ne puisse pas être valorisé. Donc ça, c'est la première réponse à votre question. Ensuite, concernant le panel citoyen, eh bien, alors c'est intéressant parce que justement, ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Notre panel citoyen, il va être composé d'une vingtaine de participants et il sera composé pour moitié de personnes en situation de précarité alimentaire. D'ordinaire, quand on fait un panel citoyen, on peut prendre, et c'était le cas sur emballage alimentaire, on dit qu'on est tous concernés par cette question, donc on prend juste les critères un peu classiques de représentativité que sont la répartition en termes d'âge, de sexe, d'origine géographique, etc., etc. Or là, justement, on s'est dit, pour pouvoir parler de manière encore plus informée, instruite, concernée par le sujet de la précarité alimentaire, on s'est dit, il faut au moins la moitié des participants qui sont en situation de précarité alimentaire. Vous voyez, il y a eu aussi des grandes discussions sur est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut 15, est-ce qu'il faut 6, enfin, ça a été un grand sujet de discussion. Et au sein de ces personnes en situation de précarité alimentaire, il a aussi été retenu des critères pour pouvoir donner à voir une diversité des situations de précarité alimentaire. Parce qu'on sait que vivre la précarité alimentaire, quand on est hébergé en centre d'hébergement, quand on est en hôtel, quand on a son propre logement, quand on est retraité, quand on est étudiant, eh bien, ce n'est pas la même chose. Et donc, on a essayé de donner à voir, de lister, même si ce sera bien sûr trop restreint, mais un certain nombre de critères pour pouvoir faire participer cette diversité de situations de précarité alimentaire à notre panel citoyen. Donc voilà comment il est composé. Donc il y aura une partie de tirage au sort et pour la partie des personnes en situation de précarité alimentaire, là le tirage au sort n'est pas le bon outil et donc on va s'adresser à des relais, à des associations, des structures qui sont en lien avec des personnes en situation de précarité alimentaire pour nous aider à les mobiliser pour cet exercice. Merci pour ces réponses. Autre question pratique. Y a-t-il un nombre minimum de participants pour un débat autoporté ? Alors, question très importante, parce que souvent on se dit, oh là là, il va falloir que je mobilise 40, 50 personnes, 100 personnes, ça me fait peur, c'est normal. Sachez qu'aux yeux de la CNDP, pour organiser un débat autoporté, il faut un minimum de 6 participants. Donc, on est relativement à l'aise, la taille à partir de laquelle une forme de délibération est possible. Et c'est ça qui est important, en fait, dans le débat autoporté, c'est le fait de pouvoir échanger, avoir des arguments, des contre-arguments, faire évoluer une réflexion, savoir est-ce qu'il y a des propositions qui sont partagées, qui ne sont pas partagées. C'est toute la différence entre une consultation numérique, par exemple, où là, on a plutôt un agrégat de propositions individuelles. L'objet d'un débat, c'est bien d'avoir une dimension délibérative. Et cette dimension délibérative, eh bien, finalement, avec déjà même un petit nombre de participants, on arrive à l'atteindre. L'idéal, c'est d'avoir quand même une douzaine de participants pour pouvoir peut-être faire 2 sous-groupes, par exemple, au sein duquel vous pourrez creuser une ou plusieurs thématiques. En tout cas, soyez donc assez rassurés d'un point de vue du nombre de participants. C'est quelque chose qui est relativement plus souple que ce qu'on a tendance à penser lorsqu'on parle d'organisation de réunions publiques. Effectivement, et pour les conseils de développement qui n'ont pas encore eu l'occasion d'organiser des débats, on peut vous mettre en relation avec d'autres conseils de développement qui ont davantage cette pratique-là pour vous transmettre quelques clés méthodologiques. Je vois que Dominique, par exemple, a répondu. Le conseil de développement du Grand Nancy a organisé un certain nombre de débats. Donc voilà, on pourra vous mettre en relation. Alors, je vois une main qui se lève. THCAZ. Thierry Cazedebac, bonjour. Bonjour Jean-Claude, je fais partie du même conseil de développement que Jean-Claude Hérault.
Voilà, donc je posais la question en fait de, de la pertinence de séparer trop en fait la question de la précarité alimentaire qui touche effectivement des gens sur nos territoires et la question de la vulnérabilité et des menaces qui pèsent sur notre système alimentaire global. Parce qu'en fait, on est là quand même sur une question qui fait que la précarité alimentaire risque de bientôt de toucher tout le monde. Alors, sans détourner la problématique, voilà, je pense que il y a quand même le cadre, ça reste quand même la performance de nos systèmes en termes de sécurité alimentaire et de précarité aussi, qui en fait partie, quoi. Voilà. Et par ailleurs, donc juste pour préciser, je crois effectivement qu'on a besoin d'expertise et que les réunions que justement nous souhaitions organiser une rencontre citoyenne et qu'on souhaite s'inscrire dans le projet du CNA sur la précarité alimentaire. Donc, Jean-Claude nous confirmera ce qu'on souhaite organiser la prochaine sur ce thème-là. Voilà, effectivement, les acteurs locaux qui ont de l'expertise, ce n'est pas forcément les précaires qui ne seront pas forcément là, mais aussi les acteurs, les CCAS, comme vous avez cité. Merci pour cette question. Et donc, voilà, l'idée, moi, c'est que la précarité alimentaire peut difficilement être traitée en dehors de la question du cadre et des possibilités d'action locales sur le renforcement de la sécurité alimentaire, notamment comment les jardins partagés, la récupération de foncier et la transition vers des modèles agricoles territoriaux, alimentaires. Ce qui nous éloignera fortement du modèle global dans lequel nous sommes. Le CNA parle d'alimentation durable, donc du coup, je pense que la réflexion est hyper ouverte. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus à apporter. Eh bien, je pense que on rentre dans le fond du sujet, donc je ne sais pas si je peux apporter beaucoup d'éléments de réponse. Peut-être dire que finalement, la question qui est posée dans le cadre de cette démarche aux citoyennes et aux citoyens participants est quand même relativement large. Que faut-il faire pour que chaque personne ait un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité? Elle permet aussi d'avoir une réflexion un petit peu macro, d'interroger finalement l'impact de la manière dont on répond à la lutte contre la précarité alimentaire vis-à-vis de nos systèmes alimentaires. C'est aussi une réflexion qu'il y a dans le cadre des projets type sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est connecté à ces sujets. Donc, voilà, on voit aussi donc l'utilité peut-être d'avoir une question qui soit assez large, en sachant que libre aussi à vous, dans le cadre de vos débats, de peut-être cibler aussi des thématiques, si vous le souhaitez, pour pouvoir aller vers des propositions un petit peu plus fines. Bien sûr, vous avez cette liberté-là. Tant que vous restez dans le cadre de la question globale qui est posée, nous, on sera en mesure de réaliser notre droit de suite. Si on s'éloigne de cette question-là, eh bien, on aura du mal à revenir vers vous et vous dire comment ça a impacté la vie. Donc, du coup, ça répond à une des questions qui étaient posées aussi dans la fenêtre de conversation, les sujets à mettre en débat. Et il y avait une question aussi de qui peut organiser des débats. Là, effectivement, on parle de conseils de développement, mais certains nous disent « je travaille pour une association qui travaille en lien avec ces thématiques ». Est-ce qu'une association peut aussi organiser un tel débat ? Oui, une association peut organiser un débat autoporté. On a aussi des liens avec les collectivités. L'idée pour nous, c'est d'avoir un appui sur des structures relais parce que nous seuls, au sein du CELA, notre petite équipe, on n'est pas en mesure de mobiliser, on n'a pas votre force de frappe. Donc, c'est l'idée de vous solliciter, la richesse démocratique que recouvrent les conseils de développement pour démultiplier le débat.
l'essentiel, et vous le verrez on pourra peut-être y venir juste après, dans le kit de débat qui est proposé, c'est qu'il y a donc une trame de compte-rendu que nous vous invitons à remplir à la suite de la tenue de votre débat. Et dans cette trame, il est demandé d'indiquer quelle est la structure porteuse du débat et si vous pouvez dire un ou deux mots du public qui était présent. Est-ce que c'était une réunion qui était ouverte à tous ou à des adhérents à une association? Si oui, donc quel était le sens de cette association, pour qu'on puisse aussi un petit peu situer ce qui en est ressorti par rapport au cadre dans lequel le débat était organisé. Mais à partir du moment où ces informations elles sont transmises, pour nous, c'est très clair et tout le monde a le droit de s'exprimer dans le cadre de notre débat. Il y a encore d'autres questions dans la fenêtre de conversation, mais on va prendre aussi des questions orales. Alors Dominique, je crois que tu avais une question à nous poser. Oui, mon micro est ouvert, oui. Non, je rebondis, je voulais évoquer ce que vient de dire Chloé à l'instant. Effectivement, nous expliquer comment fonctionnait globalement le kit qui était proposé. Alors, combien même les conseils de développement, pour beaucoup d'entre eux, ont leur méthode de travail, donc on sent bien que c'est déjà assez proche. Mais plus important, c'est la méthodologie de restitution pour que tous nos travaux soient bien pris en compte par le CNA. Donc, si vous pouviez peut-être évoquer ça rapidement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez que je partage rapidement le kit pour le présenter et montrer Oui, voilà, si on peut l'afficher à l'écran, ça sera plus simple. Oui, allez, très bien. Hop. Donc, voici le kit de débat. Le kit de débat, c'est l'outil qui est associé au débat autoporté. Finalement, c'est un document qui explique de manière assez synthétique, du moins c'est la manière dont on l'a voulu, qu'est-ce qu'un débat autoporté, comment l'organiser, quelles sont les ressources d'information que vous pouvez avoir à disposition. Et puis, une fois que vous l'avez organisé, eh bien, qu'est-ce que vous faites de toute la matière que vous avez récoltée. Donc, c'est un document comme ça qui se constitue d'une vingtaine de diapositives où on vous explique donc, voilà, pourquoi les débats autoportés, qu'est-ce qu'il est, comment est-ce que ça fonctionne. Vous voyez, par exemple, que ça met un petit peu de temps à s'afficher, je vous prie de m'excuser. Sur le format, eh bien, vous êtes, comme l'a dit votre coprésident, assez libre du format qui doit être suivi. Nous, finalement, on s'inscrit dans le respect aussi des pratiques participatives qui existent sur les territoires, dans vos habitudes de concertation, de mobilisation des citoyens. Donc, à partir du moment où finalement les grands principes participatifs qui sont rappelés en annexe dans une charte de ce type de débat sont respectés, et que la question posée est bien en lien avec le cadre que nous avons posé, pour nous, c'est OK, ça constitue un débat autoporté. Donc, si vous me dites, moi, je préférerais avoir un débat en petit groupe, précédé peut-être d'un visionnage d'une vidéo, d'un film sur le sujet de la précarité alimentaire, ça constitue tout autant un débat autoporté qu'un débat avec un plus grand nombre de participants, avec un travail en sous-groupe. Voilà, vous êtes libre d'organiser le format qui vous semble être le plus approprié en fonction de vos pratiques participatives et des citoyennes et citoyens que vous allez mobiliser. Donc voilà pour la question du format. Il est rappelé le calendrier, la question qui est posée, les contacts. Donc mon contact, si jamais vous vous posez une question, que vous avez besoin d'appui éventuel. On a également une slide qui vous renvoie à un lien avec des fiches d'information préalables sur le sujet de la précarité alimentaire qui ont été élaborées par le Conseil national de l'alimentation. Donc, on a essayé de faire des fiches synthétiques qui donnent à voir des grands chiffres clés autour de la précarité alimentaire, du fonctionnement actuel de la lutte contre la précarité alimentaire, un ensemble vraiment d'informations un petit peu, on va dire, basiques et essentielles, un kit de survie des informations sur la précarité alimentaire, si vous souhaitez les mettre à disposition des participants à votre débat. Je vais les ajouter très, très prochainement. On a également réalisé des planches de facilitation graphique qui donnent à voir de manière synthétique aussi ces informations que l'on a constituées sur ces fiches d'information préalables. Ça vient les compléter et puis ça donne un autre type de support un petit peu différent de ceux qu'on a l'habitude de croiser sur des fiches d'information un petit peu classiques. Voilà, et du coup, je vais peut-être vous montrer, comme on vient de l'évoquer, la trame de compte-rendu. Donc, dans le kit, vous avez un lien pour télécharger le document qui apparaît à l'écran, qui sera en format Word et que du coup, vous pourrez compléter assez facilement depuis votre ordinateur. On vous demande des informations donc générales
sur le débat. Donc, comme je l'évoquais, la structure partenaire qui a porté le débat, quand est-ce qu'il a eu lieu, comment est-ce que vous avez mobilisé les publics qui ont participé au débat. Et ensuite, sur le contenu du débat, eh bien, il y a 11 questions où l'on vous demande quel était le thème du débat, de quoi avez-vous vraiment parlé. Finalement, des fois, quand on pose une question large sur la précarité alimentaire, par exemple, on se rend compte qu'il y a finalement quelques sujets qui sont surtout abordés parce que c'est ceux qui sont identifiés par les participants. On vous demande quels sont les constats qui ont été partagés par les citoyennes et les citoyens, les diagnostics qui sont faits, et puis les propositions qui ont été formulées par les participants, et est-ce qu'elles étaient partagées ou est-ce qu'elles faisaient plutôt l'objet d'un dissensus. Donc finalement, dans notre compte-rendu, on vous demande de nous donner à voir sur la forme un petit peu comment ça s'est passé, qui était présent, et sur le fond, quels sont les constats formulés par les participants, leurs analyses et les propositions qu'elles font. Et comment se situe le consensus et le dissensus par rapport à tout ça. C'est essentiellement les informations que l'on vous propose de nous transmettre. Et donc ça va nous permettre très concrètement de construire un arbre argumentatif pour pouvoir analyser donc tous ces éléments et ensuite réaliser donc un peu une cartographie de tous les arguments qui ont été soulevés dans le cadre de cette démarche participative. Et donc, ce document, on vous invite à le télécharger depuis le kit de débat. Si jamais vous l'avez perdu, vous le trouverez également sur notre site internet et à nous renvoyer à l'adresse mail qui est mentionnée dans le kit de débat pour qu'on puisse l'analyser. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, on a aussi plusieurs questions sur l'accessibilité des documents de travail du groupe de travail sur la lutte contre la précarité. Est-ce qu'il y a un état des lieux qui est disponible, une cartographie? Est-ce qu'on va en demander d'autres? Enfin, voilà, des documents de travail sont-ils accessibles? Je peux peut-être passer la parole à Margot, qui est en charge du suivi du groupe de concertation sur cet aspect. Oui, alors effectivement, les comptes rendus des réunions ne sont pas diffusés en dehors des membres du groupe de concertation, parce qu'en fait, ça devient public une fois qu'on a terminé les travaux. Mais par contre, ce qu'a dit Chloé, c'est qu'on a des fiches quand même thématiques qui sont disponibles. Donc, c'est celles pour les citoyens, avec des chiffres clés qui sont notamment repris des auditions qu'on a pu nous avoir au sein du groupe de concertation. Et puis, bien sûr, on peut vous mettre à disposition des liens vers, par exemple, les documentations de l'INSEE, etc., sur les chiffres clés de la pauvreté, de la précarité ou le suivi quantitatif de l'aide alimentaire, etc. Voilà, on ne peut pas vous donner les comptes rendus précis des réunions, mais on a plein de documentation diffusable facilement. Voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent de la documentation, effectivement, c'est possible. Voilà la réponse. Alors, il y a plusieurs autres questions. Pouvez-vous détailler la méthode de suivi des recommandations? Est-ce une méthode d'évaluation? C'était évoqué par Morane, je crois. Moi, je vais juste commencer, puis je laisserai la parole à Morane qui commence à travailler sur le sujet. Mais effectivement, c'est un projet qu'on mène depuis seulement cette année. Donc, Morane a été recrutée précisément pour y travailler. Donc, elle va conduire ce travail en mode projet avec toute l'équipe. On contribuera toutes. Mais jusqu'à présent, on ne faisait pas d'évaluation de nos avis. Alors, je vous rappelle que nos avis, ils sont purement consultatifs. Donc, les décideurs publics s'en emparent la plupart du temps quand ils sont à l'origine de la saisine, parce qu'ils posent une question particulière, ils ont besoin d'éléments. Donc, on a parfois des saisines très, très concrètes et très ponctuelles. Par exemple, on en a une très récemment sur les fruits et légumes et les substituants et leur capacité à être emballés par du plastique, entre guillemets. Il fallait travailler sur quels fruits et légumes allaient être exemptés ou pas en fonction de leur fragilité, de leur qualité, etc. Donc là, on a produit un travail très précis, très documenté qui a donné lieu à un décret ensuite. Mais voilà, on était saisis par les ministères. Mais pour d'autres choses, c'est des recommandations qui sont beaucoup plus globales et beaucoup plus générales. On a donné des avis sur l'éducation à l'alimentation, sur l'alimentation à l'hôpital, etc., qui donnent des orientations. Et donc, en l'occurrence, on essaye de suivre ces avis dans le temps et de vérifier que certaines des recommandations ou l'ensemble des recommandations sont prises en compte, mais on n'est pas sur l'évaluation. On est bien sur un suivi global de nos recommandations. Là, on va essayer d'être un peu plus précis, un peu plus systématique sur l'ensemble de nos recommandations et donc de pouvoir les suivre dans le temps. Mais c'est un travail très neuf au CNA dans l'esprit du systématique, en fait. Sinon, bien entendu,
on est amené à revenir vers nos ministères pour leur demander s'ils ont avancé sur tel et tel sujet, parce que nos membres eux-mêmes nous sollicitent et nous demandent d'aller dans ce sens-là. Donc, on a de la valorisation de nos avis et du suivi de nos avis, mais pour l'instant, qui n'est pas de l'évaluation au sens strict. Voilà. Donc, on cherche à travailler sur des indicateurs. Peut-être que j'en ai trop dit, Morane, tu peux peut-être compléter un petit peu. Non, mais c'est vrai que tu as dit le principal, mais on vient tout juste de commencer. On est parti d'un besoin, c'est de connaître l'impact de ces recommandations auprès des décideurs et puis des membres du CNA. Comment est-ce que ces recommandations ont été prises en compte, si elles ont été prises en compte, et pourquoi pas définir les leviers et les freins de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Alors voilà, on a défini en interne pour l'instant au sein de l'équipe du secrétariat interministériel les objectifs qu'on souhaite atteindre dans le cours de l'année 2022. Mais pour l'instant, voilà, on est tout simplement en train de définir cette méthode. Et là, je suis actuellement en train de faire un petit état des lieux des outils qui sont déjà en place, de ce qui a été mis en place au sein du CNA, mais aussi à l'extérieur. Et voilà, l'idée, c'est de construire cette méthode. On est vraiment en cours, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment vous en dire plus, mais l'idée, c'est quand même quand on aura bien consolidé tout ça, communiquer nos résultats à minima auprès des membres et puis pourquoi pas auprès du public. Merci pour cette réponse. Effectivement, quelqu'un fait le parallélisme en disant que effectivement, dans les conseils de développement aussi, cette question du suivi des propositions se pose. Donc, il y a certains parallélismes sur cette question-là. Il y avait 2 personnes qui ont levé la main tout à l'heure, mais qui l'ont rebaissée. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Je crois qu'il y avait Marie-Claude Malhomme et Dominique Allenbaum aussi. Non, peut-être que… Oui, je pense que Chloé a répondu en partie. Nous, on peut déployer, comme tous les conseils de développement, cette méthode autoportée, mais nous avons déjà réalisé un travail spécifique sur les changements de comportement face au changement climatique, notamment dans le domaine de l'alimentation. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut insuffler, mais alors il faut recomposer ce qu'on a à partir du kit, ce à quoi nous sommes arrivés. C'était un peu ça ma question parallèlement, disons que ce serait un autre apport que celui d'un débat autoportrait. Alors, je comprends votre question. Donc, effectivement, on avait discuté parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matières qui existent sur le sujet de l'alimentation, qui est un sujet qui mobilise beaucoup les territoires. Donc, la difficulté, c'est que on a le cadre du débat, donc c'était pas exactement la même question qui était posée aux personnes qui ont apporté des éléments d'éclairage sur la thématique que vous proposez. Du coup, dans ce cas, ce qu'on vous propose, c'est si vous souhaitez organiser rédiger, utiliser le compte-rendu de débat en précisant le cadre du débat qui n'était pas celui du débat sur la question qui était posée, mais en soulignant, en faisant remonter les arguments qui étaient proposés pour qu'on puisse l'intégrer dans notre analyse, notre arbre argumentatif. C'est possible. Il est toutefois important de préciser dans quel cadre était organisée cette concertation pour qu'on puisse bien l'avoir à l'esprit. Mais bien sûr, c'est ce que je pensais, c'est ça, parce que c'est un angle spécifique de la précarité alimentaire, c'est vraiment par rapport à l'évolution, le changement climatique. On voit bien dans le travail qu'on a fait, on a fait même une vidéo, que eh bien, ça va impacter fortement certaines populations fragiles, encore beaucoup plus que précédemment. Donc, c'est un angle particulier de votre préoccupation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Oui, Albert Billon, Conseil de développement du Pays de Cornouailles Finistère. On parle beaucoup de démocratie participative, proximité, circuit court, etc. Est-ce que vous entendez appréhender l'apparente contradiction possible entre proximité et nourriture accessible pour tous?
Eh bien, disons que sur cette concertation, enfin, la question que vous posez, elle est très large, hein. Donc, effectivement, ici, on va parler de précarité. Ça peut être un des axes qui peut être relevé peut-être dans la concertation des parties prenantes ou dans le cadre des débats peut-être citoyens. Là, sur la concertation des parties prenantes, on est encore sur une phase d'audition, hein, sur des auditions d'experts, d'intervenants divers sur le sujet de la précarité alimentaire qui vont nous donner un certain nombre de chiffres, d'analyses, des témoignages. Donc, on n'en est pas encore à la phase de débat qui va commencer, je parle sous le contrôle de Margot, peut-être dans 2 réunions. Là, on est encore à la phase d'audition. Peut-être que les arguments que vous soulevez, enfin, en tout cas, la problématique va émerger de cette phase de débat. Là, je ne suis pas encore en mesure de vous dire si ce point a été vraiment évoqué au sein des membres du CNA. Et de même, sur les débats citoyens, bien, on verra si cette problématique peut-être va émerger. Merci. Alors, je vois que Dominique Alombo va relever la main. Allez-y, on vous écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors moi, j'ai levé la main tout à l'heure pour dire au CNA qu'il serait bon qu'ils auditionnent le programme Malin. C'est le programme d'alimentation des nourrissons, des 1000 premiers jours du nourrisson. Donc, ils ont fait toute la démarche, ils l'ont faite pour les bébés, hein, disons jusqu'à 3 ans. Et donc, ça serait très, très intéressant que vous les auditionnez. Alors, normalement, le programme Malin a lieu sur tous les territoires, hein. Donc, ce sont les assistantes sociales, ça peut être les CCAS, pardon, qui enfin pas sélectionnent, mais qui repèrent les familles qui en ont besoin. Et donc, on peut trouver les gens qui ont le programme Malin pour les bébés un peu partout en France, hein. Ça, c'est normal. Et puis, je voulais aussi intervenir. Non, mais c'est tout. Pour l'instant, ça va. Merci. Merci pour votre remarque, Madame Alombaum, et puis merci pour votre fidélité, parce que je me rappelle de vous lors du webinaire du ministère de la Transition écologique qui a eu lieu tout récemment. Donc, merci pour votre suivi, votre participation. Effectivement, sur le programme Malin, on a des liens qui vont se construire. Justement, aujourd'hui, on prévoyait un échange avec eux. Donc, merci pour cette identification. Et donc, le hasard fait que la prise de contact va se faire très, très prochainement. Je me souviens de la deuxième chose que je voulais vous dire, parce qu'on a travaillé déjà ça avec les associations familiales, et on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement l'alimentation, mais pouvoir préparer et cuire la nourriture. Et les gens qui sont, par exemple, dans les hôtels, qui sont dans des choses dans la rue, très, très précaires, n'ont pas de casserole, n'ont pas de couteau, n'ont pas de vaisselle. Et on s'est rendu compte que c'était presque la moitié du problème. Bon, ça, c'est enfin, ça apparaîtra certainement dans les discussions. Merci. Oui, tout à fait. Et c'est justement pour ces raisons-là, notamment, que la question du logement, de l'équipement, elle était très, très importante, et que ça a constitué des critères pour pouvoir constituer notre panel citoyen, parce que effectivement, on ne peut pas. Les considérations autour de comment se nourrir, elles sont complètement différentes en fonction de l'environnement dans lequel direct on est chez soi. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Bernard Clément. Oui, bonjour. Voilà, de Bernard Clément, là, du CDT du Pays de Langres, dans la Haute-Marne. Donc, je voulais faire préciser quand même que faire un travail comme ça sur un petit temps imparti qui est moins d'un mois, enfin à peu près un mois, ça paraît compliqué, parce que nous sommes quand même dans une zone très rurale. Pour 46 000 habitants, il y a 168 communes. Donc, si on veut faire une participation assez large, ça nécessite de l'organisation et du temps. Voilà, c'est une petite remarque, mais bon, si on ne peut pas faire autrement, bon, on y arrivera bien. Voilà, et la deuxième question, c'est par rapport au thème. Que faut-il faire pour que chaque personne ait un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité? Donc le thème, savoir où c'est que, est-ce qu'il y a un cadre ou pas? Est-ce qu'on se contente de trouver des solutions d'accompagnement aux problèmes que subissent les gens? Ou alors est-ce qu'on peut aller jusqu'au parler de la racine du problème? Voilà.
Merci. Donc, effectivement, je mesure que le calendrier est court, il est compliqué, il n'est pas facile pour organiser, mobiliser. En plus, on a un contexte sanitaire qui n'aide pas. Donc, vraiment, je mesure le travail que ça demande. C'est aussi en ce sens-là que, du coup, on essaye d'être souple sur le format, le nombre de participants pour essayer d'apporter un peu de souplesse par rapport au calendrier qui, lui, est fixe. En tout cas, j'entends bien les contraintes que vous soulevez et on ne sera que plus reconnaissant dans ce cadre si effectivement vous parvenez à mobiliser des citoyens sur votre territoire. Concernant la question qui est posée, oui, en fait, finalement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la racine du problème? Eh bien, je pense que de toute façon, quand on pose ce genre de questions, naturellement aussi, certaines personnes vont aller chercher l'origine, finalement, pourquoi on en est là, et de là vont découler aussi des propositions. Donc, je pense que le cheminement cognitif fait que peut-être pour certaines personnes encore plus, eh bien, on va naturellement vers le fait de traiter la racine du problème. Donc, ça, bien sûr, c'est possible. C'est pour nous important dans le cadre, c'est pour ça qu'on propose les constats, les analyses, les propositions dans le cadre de notre compte-rendu, pour qu'on ait bien cette vision globale, au-delà des propositions concrètes. Après, vous dire aussi que dans le cadre de l'élaboration de la question qui est posée, cette question, elle a élaborée en lien donc, avec la cellule de la participation citoyenne, des personnes qui sont personnes ressources sur les questions de participation citoyenne et aussi des personnes expertes du sujet qui nous ont aidés à bien définir, à cibler l'objet des controverses autour de la précarité alimentaire. On a eu une première ébauche de questions et à partir de là, on a pu bénéficier d'une audition de personnes en situation de précarité alimentaire qui nous ont aidés à ajuster cette question. Par exemple, ils nous ont dit qu'il valait mieux ne pas utiliser le terme de précarité alimentaire dans lequel ils ne se reconnaissaient pas, mais parler plutôt d'accessibilité en général. Ils nous ont invités à aller vers des formulations, vraiment des propositions concrètes. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme de « que faut-il faire » plutôt que « comment » pour aller vraiment vers la proposition concrète. Et c'est eux aussi qui ont proposé de parler, du moins de mettre en exergue la question de la dignité dans la question, parce que finalement, ça pose l'accessibilité, ça pose la question du choix. Il y a une certaine violence, un sentiment d'atteinte à cette dignité lorsqu'on n'a plus le choix d'acheter les aliments que l'on voudrait, et plus le choix, même lorsqu'on a recours à l'aide alimentaire, eh bien, peut-être de bénéficier de tel ou tel produit. Donc voilà, vous indiquez aussi finalement avec ces quelques éléments d'éclairage qu'il y a eu le souhait de la part aussi des personnes concernées de peut-être tendre vers des propositions qui soient les plus opérationnelles, plus concrètes possibles. Et celles qui sont ancrées territorialement sont les bienvenues. Ce n'est pas parce qu'on est une instance nationale, au contraire, pour nous, c'est intéressant de pouvoir voir ce qui est identifié comme des leviers d'action sur les territoires, dans les bassins de vie des gens, pour lutter contre la précarité alimentaire. Merci. Oui, du coup, je voulais juste rassurer Bernard. La marque de fabrique des conseils de développement, c'est justement de ne pas se contenter d'émettre des catalogues de propositions pour gérer des effets, mais d'aller gratter les causes. Donc là-dessus, ça va, je pense, être pas mal la marque de fabrique des contributions des uns et des autres. Et s'agissant du délai un peu court, il se trouve que le destin ne nous a pas permis de nous rencontrer la CNCD et le CNA plus tôt. Voilà, donc c'est un petit peu short, on va faire au mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les collaborations à venir, on sera dans des délais vachement plus confortables. Et parce que voilà, c'est notre première expérience ensemble, il y en aura d'autres. Merci Dominique. Alors ensuite, Marie-Paul Chauvet. Bonjour, donc Marie-Paul Chauvet du Conseil de développement du Pays d'Arles. Je vous prie de m'excuser, il y a ma caméra qui ne marche pas. Pas de problème, on vous entend. Nous, il est vrai que pour le temps imparti, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est un peu court parce qu'en fait, notre conseil de développement est en train de se mettre en place. Nous sommes en pleine période d'installation de ce conseil de développement. Donc voilà, pour terminer au mois de mars, ce sera un peu compliqué, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, lors du dernier conseil de développement, enfin le dernier qui
qui a fonctionné. Donc, pendant 3 ans, on avait comme thématique, on travaillait sur une alimentation, enfin, pour l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Donc, moi-même, j'étais rapportrice de ce groupe et on a fait énormément d'interviews auprès des agriculteurs, agricultrices, l'agroalimentaire, les consommateurs. On a rencontré des associations caritatives donc, qui redistribuent donc, les collectes alimentaires. Est-ce qu'on peut se servir donc, de tout ce travail qui a été fait pour contribuer quand même, tout en organisant peut-être, on aura peut-être le temps d'organiser quelques petits débats, mais je ne sais pas, voilà. Est-ce qu'on peut quand même servir de tout ce travail qui a été fait? Parce que bon, ce serait dommage aussi de recommencer ce qu'on a déjà fait, déjà. Et puis, deuxième chose, quand on parle de précarité alimentaire, bon, on s'est bien rendu compte, c'est un terme pour moi qui est assez flou et qu'on emploie un peu à toutes les sauces. Parce que ça peut être bon, des personnes qui ne mangent pas à leur faim, hein, qui sont en situation vraiment de grande précarité, mais ça peut être également, comme on le voit nous, sur notre territoire, des personnes qui n'ont pas une alimentation de bonne qualité nutritionnelle, mais qui mangent quand même à leur faim. Voilà, donc il faudrait savoir également de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut cibler, si c'est la grande précarité ou si c'est l'alimentation, la mauvaise alimentation. Et puis également, il y a l'accessibilité. Certains qui n'ont pas accès à des produits locaux, c'est bien ce qu'on nous a dit. Voilà, donc, comment on a travaillé cette thématique, c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Merci. Du coup, comme on a pu l'évoquer un tout petit peu plus tôt, ce que je vous propose de même, peut-être, si vous avez beaucoup de matière sur le sujet, c'est de remplir une trame de compte-rendu telle qu'elle est proposée dans le kit de débat, en spécifiant bien le cadre dans lequel eh bien, les propositions que vous allez remplir s'intégrer. Comme ça, nous, on sait que ce n'était pas la question qui était posée par le CNA qui a peut-être été posée aux personnes qui ont formulé les propositions que vous allez transmettre. On sait dans quel cadre elles étaient posées et on va les analyser comme telles. Ensuite, sur la question du fond de ce qu'on entend par précarité alimentaire, donc effectivement, c'est la question de la qualité et c'est la question de la quantité. Là-dessus, pour lancer le débat, je crois que je l'ai sous la main, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une petite planche du coup de facilitation graphique qui a été réalisée justement pour bien lancer un petit peu aussi le débat de quoi on parle quand on parle de précarité alimentaire. Donc ça, c'est le travail de facilitation graphique que j'évoquais et ça donne à voir donc des profils, des situations très différentes et peut-être que ça permet aussi d'initier les échanges à la fois sur les aspects qualité et quantité que vous avez évoqués. Donc sachez que ces éléments-là, ils seront mis à votre disposition. Je vais les mettre en ligne sur notre site internet. D'ici à la fin de semaine, ils seront disponibles. Donc, il y a 3 planches de facilitation graphique. Précarité alimentaire, de quoi parle-t-on? Comment fonctionne aujourd'hui notre système de lutte contre la précarité alimentaire, avec un petit focus aussi sur l'aide alimentaire. Et enfin, qu'est-ce que le CNA? Pour qu'on puisse voir aussi en un coup d'œil eh bien, dans quoi va s'intégrer la démarche participative. Voilà. Merci. Merci pour ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois une main qui se lève. Suzanne Urbaniak. Oui. Bonjour, Suzanne Urbaniak. Moi, je ne suis pas dans un CDT, je suis la présidente d'un atelier chantier d'insertion. Et je travaille avec Bernard du CDT du Pays de Langres. Donc, nous, on est déjà dans le faire sur cette question-là. Et notamment sur un territoire rural. Je suis désolée, mais nous, on utilisait le terme précarité et j'ai noté qu'il valait mieux éviter d'utiliser le terme précarité. On est adhérent des jardins de Cocagne. En tant que chantier d'insertion, on a un jardin dans lequel on cultive des légumes bio. Et avec les jardins de Cocagne, on distribue à des personnes qui sont en besoin, j'ai du mal à ne pas utiliser le terme précaritaire, qui sont en précarité alimentaire, disons, on leur fournit des paniers de légumes chaque semaine à un prix très, très abordable et accompagné justement d'ateliers culinaires. Parce que quelqu'un a posé la question, effectivement,
le tout, c'est pas d'avoir des légumes, c'est de savoir les cuisiner. Pouvoir, effectivement, à condition d'avoir une cuisine, mais savoir les cuisiner également. Donc, on accompagne en même temps ces personnes à qui on fournit des paniers de légumes. Chaque semaine, c'est un panier à 2 € en fait. Hein, voilà. Merci. Et quelqu'un posait la question sur qui s'appuyer. Vous pouvez vous appuyer sur les ateliers d'insertion, enfin tout le monde de l'insertion, parce que on connaît effectivement, c'est vraiment le milieu dans lequel on retrouve des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui remettent un pied dans la société, je dirais, enfin dans le travail, disons. Donc voilà. C'était juste. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, je vois que Margot rappelle que le réseau Cocagne participe au groupe de concertation du CNA et du coup, au sein de votre structure, je ne peux que vous encourager à organiser un débat autoporté pour recueillir les perceptions, les propositions des personnes qui travaillent à vos côtés, qui bénéficient de ces paniers sur cette question-là. Alors, juste une précision, il n'y a pas que les personnes qui travaillent dans notre structure, il y a les personnes du territoire. Hein. On reste sur un territoire très peu peuplé, hein, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement les personnes de notre structure. Donc, on a déjà commencé à exploiter le territoire. Très bien. Alors, j'ai vu une main qui s'est levée tout à l'heure aussi, c'était Philippe Robart. Je ne sais pas si vous souhaitez poser votre question. Oui, je peux poser ma question. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi je suis du Conseil développement en Loire-Atlantique et on a discuté hier de cette proposition du CNA et on a été un peu étonné de voir cette question posée au moment des élections présidentielles, de la campagne électorale. Parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, quand on va au fond des choses, c'est un sujet éminemment politique. Ce problème de la précarité alimentaire, c'est une première remarque. La deuxième remarque que je voulais dire, c'est que ce sujet-là est totalement débattu dans toute la France par les associations d'insertion déjà. Donc c'est un sujet qui est connu, qui est traité. Le problème de la sécurité sociale alimentaire est connu. Alors pourquoi relancer une discussion sur un sujet que, comme parlait cette personne des chantiers d'insertion, ce sujet est connu et utilisé, si vous voulez. C'était la question que je me posais, quoi. Ce sujet a fait du coup l'objet d'une autosaisine du CNA qui est indépendant. Donc, ce sont ses membres, les acteurs de la chaîne alimentaire qui ont décidé de travailler sur ce sujet, notamment suite à un retour d'expérience de la crise Covid-19 qui a été réalisé aussi au sein du CNA et qui a permis d'observer, de souligner l'explosion aussi de la précarité alimentaire dans ce contexte et donc l'importance de traiter de cette question. Et puisqu'il semblait important d'y adosser la participation des personnes concernées. C'est dans ce cadre-là qu'on fait de la participation citoyenne. Donc, il n'y a pas de connexion, de lien avec le calendrier électoral. C'est vraiment lié à la perception des sujets prioritaires à traiter par les membres du CNA. Si je puis me permettre, il y a d'autant moins de liens que la restitution de la vie aura lieu bien après les élections. Et toi, tu veux faire Aurore Segar. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de fourberie particulière à débusquer. Je pense pas. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Corinne, je vois Corinne Macaire qui lève la main. Alors, si vous pouvez activer. Voilà, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Oui, je voulais juste intervenir juste avant de partir, parce que je dois partir en réunion et je vous remercie en fait de cet échange. Je voulais vous dire alors qu'on doit être un peu fou, nous, à Bourges, parce qu'on vient d'adhérer auprès de vous. On a eu le sujet et j'allais dire avec le président, il m'a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? On y va ?» J'ai dit « Go ».
Alors, on doit être un peu fou et on a, on a comment dire, sollicité 6 personnes déjà depuis hier. Ils nous ont dit oui. On va voir ce que ça va donner. Le 7 mars, on va faire une première. On se lance puisqu'on est en pleine réorganisation. Voilà. Mais donc, du coup, on ne s'est pas posé de questions. On ne s'est pas posé de questions. On verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie appétence sur le sujet. Qui est un petit peu particulier, qui change de la mobilité, etc., et un vrai impact. Voilà, je voulais vous dire que nous contribuerons en fait. Voilà. Alors, ce sera peut-être imparfait, mais on le fera. Voilà. Bravo pour cette initiative. Et bravo et merci infiniment de contribuer à cette démarche. Ça nous sera vraiment très précieux. Merci. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, puisqu'on a indiqué qu'on nous terminerons à 16h30. Donc, on va conclure. Non? Peut-être un dernier mot, Dominique ou Yves, de conclusion? Non, enfin, rien de particulier, si ce n'est qu'effectivement, tout le monde a soulevé les questions que tout le monde se posait, quoi. On est sur un délai très court, c'est un sujet qui est un sujet transverse et éminemment permanent, je reprends le propos de Philippe Robert là, à l'instant, qui est éminemment permanent, sur lesquels beaucoup d'acteurs travaillent. Je pense que le rôle du CNA peut être un rôle de chef d'orchestre maintenant, de permettre à toutes ces réflexions de se coordonner pour aboutir notamment avec ce droit de suivi sur des vraies solutions qui seront évaluées et mises en œuvre. C'est en cela aussi où les conseils de développement ont un rôle à jouer, parce que je pense qu'un certain nombre de politiques ou de résultats ou de recommandations qui seront faites dans le cadre de ce travail seront portées par les intercommunalités avec lesquelles on travaille, quoi, et les conseils départementaux, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que la participation, la représentation se mettent dans des alliances de plus en plus opérationnelles. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, même si on peut avoir des regrets sur l'idée que les choses n'aillent pas assez vite. Mais tant mieux, allons-y. Oui, moi, je voulais vous remercier aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai pris la parole. Oui. Alors, je voulais ajouter là, que j'ai constaté effectivement que d'abord c'est une première pour nous, une expérimentation de coopération entre un organisme de niveau national qui, grâce à ce mécanisme de débat autoporté, fait communiquer les débats et la concertation au plus près des territoires avec ensuite une réflexion nationale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement porteur, extrêmement positif. Deuxièmement, on a pu constater effectivement que cela crée une émulation. Et j'ai beaucoup aimé effectivement l'intervention de Bourges sur le thème « Soyons fous, on y va ». Et c'est vraiment très sympathique. Et puis, troisième point, donc au-delà de cette expérimentation, en gros, ce numéro 0, ce n'est pas une expérimentation, c'est une première plongée dans les débats autoportés. Au-delà de ça, je pense que ça sera intéressant de poursuivre la discussion avec le Sénat, de faire un retour d'expérience sur cette première expérimentation, de manière ensuite à en tirer des leçons en matière de délai, par exemple, enfin, ou de cadrage des différents sujets qui sont traitables par ce type de mécanisme. Voilà, donc pensons également au-delà de ce débat de cette concertation sur la précarité alimentaire. Et merci beaucoup au CNA d'avoir pris contact avec la CNCD d'avoir pensé à nous en quelque sorte pour cette démarche. Oui, mais donc moi je rebondis juste pour vous dire qu'effectivement le CNA a bien identifié depuis longtemps, et pas seulement sur ce sujet-là, l'importance c'est d'aller travailler avec les territoires et les personnes qui sont présentes dans les territoires et qui connaissent les territoires. Donc là-dessus, le CNA travaille déjà beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin de vous pour ça, parce que nous, on est une toute petite équipe, on est au niveau national. Notre conseil est constitué de représentants
des acteurs de la chaîne alimentaire qui sont aussi sur le terrain pour partie. Donc voilà, on a besoin de ce retour terrain, on a besoin de connaître un peu les pratiques, les revendications, les expérimentations, les expériences. Voilà. Et donc c'est précieux pour le CNA et c'est précieux particulièrement dans le cadre de ce sujet et de la participation citoyenne qu'on y a adossé. Voilà. Donc merci en tout cas de nous avoir donné l'occasion de vous présenter ce sujet. Je sens qu'il va y avoir des initiatives et on compte bien sur vous pour faire remonter ces sujets. Chloé reste bien sûr l'interlocuteur privilégié pour vous et elle va suivre avec l'équipe derrière elle tous vos contacts. Merci beaucoup en tout cas et on est très content d'avoir pu vous parler aujourd'hui. Merci à tous et bon vent pour organiser vos débats. Merci à toutes et tous. Merci, à bientôt. Et pour tous les conseils de développement qui organisent des débats, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, peut-être qu'on pourra se faire aussi un groupe de discussion entre conseils de développement qui organisent un débat dans ce cadre-là. Oui. Voilà, pour échanger les pratiques. Je vous invite vraiment à nous en informer pour qu'on puisse aussi identifier, tracer. Il y a beaucoup d'autres territoires qui me disent qui d'autres organisent des débats. Donc, ça nous permet aussi de donner à voir un petit peu la dynamique qui se construit. Donc, je vous invite rien qu'à nous informer que voilà, on vous organise un débat. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à l'équipe du CNA et puis à bientôt, sans doute par email. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.